Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu t'es déjà demandé est-ce qu'il valait mieux closer des missions avec un petit budget et plusieurs missions d'un coup ou bien une grosse mission et la faire avec un client, je vais te montrer dans cette vidéo un retour d'expérience sur une mission que j'ai réalisée l'année dernière et qui a duré 12 mois pour un budget total de 93 500 euros. Allez c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok les amis, c'est parti, du coup on se retrouve sur mon écran. Donc comme je vous ai dit, cette mission elle a duré un an, du 4 juillet 2023 au 26 juin 2024. Et on était sur un budget total de 93 500 euros avec ce client. Donc ce client, c'est quoi? C'est un cabinet de consulting expert en communication. Leur objectif, c'est d'accompagner des clients dans la gestion de leur communication. Leur problématique, c'était d'automatiser un certain nombre de tâches dans leurs ops. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est ok, comment est-ce qu'on attire ce type de lead et comment est-ce qu'on arrive à les closer? Alors, pour ce cas-là très précis, à savoir le lead, c'est venu d'un post LinkedIn que j'avais réalisé, qui était donc celui-là. J'ai testé plus de 300 outils IA, voici les 7 les plus incroyables que j'ai gardés. Donc ça, c'est en fait, à la fin, je donnais une liste d'outils qui est disponible sur Notion. Ce post, vous voyez, donc il a très bien marché et j'ai reçu dans mes DM donc un message du client me disant mon DG voudrait réfléchir à l'automatisation de certains de nos processus, possible de s'en parler. Et là, je lui ai dit oui, bien sûr, et je lui ai envoyé mon lien de calendrier. C'est alors enchaîné plusieurs meetings et d'ailleurs, c'est le premier conseil que je vais vous donner dans cette vidéo. Il faut s'adapter au client. C'est-à-dire que nous, on est une agence remote, 100% remote. Et là, le client, pour cette mission-là, il avait besoin qu'on se voit en physique. Alors, du coup, je suis allé en physique dans leurs locaux pour closer. Ne faites pas les stars, ne faites pas le « non, non, moi je suis full remote, on se verra en meeting ». S'il y a certains clients qui ont besoin de vous voir en physique parce que c'est leur mode de fonctionnement, c'est aussi à vous d'être un caméléon et d'être capable de vous coller à la façon de faire de vos différents clients. Vous avez choisi de faire du service / du consulting, donc il faut avoir cette capacité à vous mettre à la place du client pour réussir à le closer. Vous voyez aussi tout de suite dans ce type de message-là que cette personne-là n'est donc pas décisionnaire. Donc il va y avoir quelqu'un d'autre à convaincre. Par contre, ce qu'on voit tout de suite aussi ici, c'est qu'il y a eu un transfert de responsabilité entre son DG et lui. Son DG lui a dit « je veux mettre en place des automatisations ». Lui a dit « ok, je vais gérer ce projet-là ». Donc ça, c'est hyper important de bien comprendre que ce transfert de personnalité fait que vous allez devoir le convaincre lui pour qu'il puisse ensuite aller convaincre la direction. Bien. Les grandes étapes d'un projet comme ça. Donc la première étape, bien évidemment, il y a la partie closing. Ok, donc la partie closing, elle se fait en plusieurs temps. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est bien évidemment faire des belles présentations PPT, même si parfois vous avez plutôt l'habitude de faire des looms. Là, il va falloir faire des belles présentations organisées pour expliquer le contexte et en quoi on va pouvoir lui apporter un ROI. Et il va falloir aussi être capable d'arriver avec des démos, c'est-à-dire comprendre dans ce qui ne vous dit pas forcément son besoin et revenir dans un deuxième call, donc ce qu'on appelle les R0 pour affiner le besoin, pour comprendre le besoin, R1 pour faire une première proposition, R2 pour faire une deuxième proposition suivie du closing. Là-dessus, il faut vraiment en fait rassurer le client sur le fait qu'on va réussir à gérer cette partie-là du process de A à Z et qu'on est les meilleures personnes pour le faire. Donc, une fois que vous avez réalisé le closing, démarrez sur une première phase qui est non pas une phase de création du cahier des charges, mais une phase de découverte des processus. Ça, c'est une phase qu'on ne voit pas souvent. Souvent, dans les projets les plus petits, autour de 5-10 000 euros, le client a déjà sélectionné un projet et on va alors se concentrer sur la mise en place d'un cahier des charges sur ce projet-là, puis la mise en prod, puis la maintenance. Là, il y a une étape en amont qui est l'étape de la découverte des processus. Pour ça, ça passe par quoi? Ça passe par la mise en place d'interviews où vous allez interviewer plusieurs personnes dans l'entreprise pour faire en fait une cartographie générale du fonctionnement de cette entreprise. Une fois que vous avez interviewé ces personnes-là, vous allez être en mesure de dire « Ok, je vous explique, il y a des endroits où il va falloir mettre en place des processus et voici les budgets associés. » Je vais vous en parler juste après. Là, je vous montre déjà la vue globale. Ça va nous permettre d'avoir processus 1, processus 2, processus 3. On sélectionne les processus et ensuite, une fois qu'on a sélectionné les processus qui vont avoir
le meilleur ROI. Donc dans la sélection des processus, c'est assez simple. Vous faites une liste des différents processus que vous allez identifier, que vous allez pouvoir automatiser. Vous regardez, vous faites une colonne avec le temps que ça va vous prendre à la mettre en place, le gain de temps que ça va faire. Et vous prenez tous les processus qui sont les plus courts à mettre en place et les plus hauts en gain de temps. Parce que comme ça, vous arrivez à mettre en place des processus en premier qui ont un haut ROI par rapport à ceux d'après. C'est la technique de mettre le pied dans la porte chez le client. Une fois que vous avez mis un premier pied dans la porte chez le client et qu'il vous fait confiance et que vous avez vu que vous avez réussi à délivrer un premier lot d'automatisation qui fonctionne et qui est en prod, dont les équipes sont confiantes, vous pouvez ensuite dérouler sur la suite et vous avez créé une relation de confiance. Une fois que vous avez sélectionné du coup un processus, ce qu'il faut faire, c'est le designer, c'est-à-dire faire la base de données, faire le schéma de processus et faire les maquettes de l'interface pour savoir comment est-ce que l'opérateur va interagir avec cette automatisation. Est-ce que c'est à travers un chatbot? Est-ce que c'est à travers un formulaire? Est-ce que c'est à travers directement N8N? Est-ce que c'est un déclencheur temporel? Bref, il y a des choses un petit peu à regarder. Et en fait, il faut réussir à projeter le client dans voilà à quoi ça va ressembler et ensuite le développer dans votre coin. On valide ça. Donc là, il peut y avoir des retours. Hein. Il peut y avoir une boucle comme ceci entre la validation et le design. Et il faut, là je vous dis, il faut à un moment donné aussi arrêter cette boucle-là et dire au client, ok, écoutez, vous savez quoi, là on a compris vers où on voulait aller, mettons-le en prod et on affinera ensuite. Parce que sinon ici, cette boucle elle peut être infinie. On fait le développement, on fait les tests unitaires. Alors ça, s'il vous plaît, ne les zappez pas. Vous prenez tous les différents cas possibles de cette automatisation et vous les testez un par un. Je vous conseille même de faire une autre chose, c'est de filmer ces tests unitaires et de faire un tableau au client que vous allez lui donner en lui disant, voilà, nous on a testé ces tests unitaires-là à telle date, tout fonctionnait. Donc si après, il y a un test unitaire qui ne fonctionne pas, il va falloir trouver une raison, mais ce n'est pas de notre faute, entre guillemets. Je vous donne un exemple très simple qui m'est arrivé la semaine dernière avec un client. Création d'un nouvel utilisateur à travers une base dans Softair doit déclencher les automatisations. Là, le client, la semaine dernière, il a créé un utilisateur, il n'y a aucune automatisation qui s'est lancée. Il nous a envoyé un message en disant « je ne comprends pas, c'est bizarre ». La réalité, c'est qu'en fait, l'utilisateur existait déjà dans la base de données. Donc, quand il y a deux utilisateurs identiques, l'automatisation ne se déclenche pas et c'était designé pour réaliser ça. Donc, le scénario a bien été fonctionnel. Par contre, le client est venu nous voir en disant « je ne suis pas content ». Là, au moins, en mettant en face les tests unitaires, on n'a pas ce problème-là. Okay. Ensuite, vous avez donc la mise en production. Donc là, vous allez mettre en place donc, votre automatisation. Vous allez avoir la quarantaine. Donc une fois qu'elle est mise en place, là, vous devez être en surveillance accrue pour être sûr que les données en production ne sont pas mises à mal. Alors, pardon, ça c'est une erreur. Quarantaine. Et donc ensuite, on arrive tout de suite à la maintenance. OK ? Une fois que vous avez la maintenance, là, on va voir juste après comment est-ce qu'on gère ça, la maintenance. Est-ce qu'on fait un forfait? Est-ce qu'on fait au réel? Il y a plusieurs cas possibles et on va les voir ensemble. OK? En termes de temporalité, on va être sur ça. Donc, ici, entre 2 semaines et 1 mois, là, sur la découverte des processus, ça dépend du nombre de processus à découvrir. On va le voir juste ici. Là, ça va être entre 4 et 8 semaines et là, ça va être à vie. OK? Donc, si je vous le représente d'une autre manière, globalement, ça ressemble à ça. Design de la solution, on crée les maquettes, on crée les bases de données, le back-end, les scénarios de test. On développe la solution, front-end, back-end, automatisation, connexion aux outils. On crée les supports de formation ici. OK. Et ici, on fait l'import des données. C'est vrai que c'est un truc que je n'ai pas mentionné juste avant, mais l'import des données, c'est hyper important. Il ne faut pas le négliger parce que vous allez devoir du coup couper l'ancien système pour mettre votre nouveau système en place. Et les tests de la plateforme et la formation des équipes. Ça, c'est ce qui s'appelle le change management. Alors, sachez qu'il y a des agences de conseil qui sont spécialisées dans le change management pour vous montrer à quel point c'est hyper important et c'est un vaste sujet. Donc, il faut le proposer quand on fait de l'automatisation parce que changer le comportement humain, ça fait partie intégrante de l'automatisation. En revanche, sachez que c'est compliqué de faire à la fois bien la partie technique et à la fois bien la partie change management. Et de manière ici générale, bien évidemment, les rapports d'avancement avec des weekly. Ce que je vous conseille, c'est de faire des weekly où il y a plusieurs choses à savoir. Il faut rassurer le client,
lui montrer que le projet avance, lui montrer qu'il en a pour son argent, lui montrer que tout est under control avec notre équipe, etc. etc. Ok, bien. Maintenant, je vous montre la découverte et je vais vous faire un petit focus sur la découverte. La découverte des processus, là, globalement, dans ce cas-là, on était sur 5 interviews d'une heure, 1 heure et demie avec des personnes de l'équipe, dans laquelle ensuite on a fait une restitution. Cette restitution, elle possède en l'occurrence ces éléments-là. On avait ici ces types de projets-là pour ce client-là, le nombre d'interviews qu'on a réalisées, la priorité qu'on avait réalisée en fonction du temps gagné versus la complexité à mettre en place, le budget approximatif de chacun de ces projets-là, et on avait fait un premier forfait pour démarrer la mission avec le client, donc pour lui dire qu'est-ce qui était inclus dans ce premier forfait, de qu'est-ce qui était exclu. Ok, là, pourquoi ça c'est important de le faire à la fin des interviews, à la fin de la phase découverte, c'est que vous projetez le client. Vous dites voilà, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ces 2 lignes-là, et une fois qu'on les aura mises en prod, on va pouvoir dérouler sur les suivantes. Et ça, le client, il aime bien parce qu'il se dit qu'il y a derrière des étapes qui vont suivre à la suite de cette mission. Ok ? Globalement, sur ensuite le développement de la solution, ça c'est globalement ces différentes étapes que vous devez suivre. Le design de la solution, on fait le cahier des charges, la V1 avec notre méthodologie, on réalise des tests, si besoin on fait une V2, et ensuite on fait les tests et les importations des données comme je vous ai indiqué juste avant. Je vous montre ça comme ça, vous pouvez aussi vous l'utiliser dans vos propositions commerciales. C'est le genre de design que les clients aiment beaucoup parce que c'est clair, c'est limpide et on sait où on va. Ok ? Parlons maintenant de la maintenance. Donc la maintenance, vous allez avoir plusieurs options. Déjà en fonction des agences dans lesquelles vous vous positionnez, si vous êtes en done for you ou en done with you, il peut parfois dans certains projets ne pas avoir de maintenance. Donc là ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le client est formé en fin de mission et il a quelqu'un en interne pour gérer les robots. Ça, c'est ce qu'on appelle en RPA les centres d'excellence. À partir du moment où un client a à minima 5 grosses automatisations critiques qui tournent en interne dans son entreprise, on lui conseille généralement de recruter en interne un CDI pour qu'il puisse gérer ce centre d'excellence. Ce centre d'excellence, il va gérer quoi ? Il va gérer les besoins entrants, donc des équipes, c'est-à-dire la découverte des processus. Il va gérer la maintenance des processus existants et il va gérer le versionning, donc c'est-à-dire la mise à jour des différentes automatisations qui tournent là-dessus. Ok ? Bien. Maintenant, l'autre solution, c'est de proposer de la maintenance aux différents clients. Donc là-dessus, vous avez 2 choix possibles. Soit vous faites un abonnement, soit vous faites au réel. On va regarder dans un premier temps l'abonnement. L'abonnement, le fonctionnement, globalement, c'est de couvrir 2 éléments. 1, les outils, et 2, le développement slash le débugage. Ok ? Donc, vous faites payer du coup les outils aux clients, soit vous faites payer à peu près à prix coûtant, soit vous faites payer les prix du site internet, mais sachant que normalement, comme vous avez des abonnements à agency, vous pouvez faire une plus-value là-dessus. Et ensuite, le pack d'abonnement. Moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que je leur dis, voilà, pour 599 € par mois, vous avez les outils qui sont couverts, 5 heures de développement et débugage illimité. Là-dessus, il faut bien le gérer et après, ça va dépendre aussi un peu au cas par cas des différents clients. Il faut que vous ayez un peu une intelligence relationnelle avec eux. Plus la mission s'est bien passée en amont, plus la maintenance est OK. Plus la mission a eu des couacs lors du développement, plus l'abonnement va être difficile à faire passer. Dans les avantages, c'est que pour vous, c'est prédictible et il n'y a pas de chichi sur les différentes heures. Ok ? L'inconvénient, on peut déborder en termes de développement et le client est parfois réticent à le mettre en place. Ok ? Maintenant, autre fonctionnement qui existe depuis la nuit des temps pour toutes les agences qui créaient des sites internet déjà à l'époque, c'est le réel. C'est-à-dire que le client fait une demande de modification, vous évaluez le temps que cela prend, vous proposez un temps de réalisation, le client valide qu'il veut bien mettre en place cette mise à jour pour 3 heures de son pack ou 10, enfin pas de son pack du coup, mais une demi-journée.
et donc vous facturez la demi-journée en fonction. Et ensuite, vous faites la maintenance de cette partie-là. Donc en fait, là, le client va vous dire « je veux ça en plus ». Vous lui dites « ok, ça va me prendre tant de temps, je vous facture tant ». Et le client dit « ok, je valide, let's go ». Ça, c'est un fonctionnement qui existe depuis toujours. L'avantage, c'est que vous ne pouvez pas avoir de dérapage parce que vous prenez toujours une marge de sécurité là-dessus entre 30% et 50%. Idéalement, dans le cas où le client ne sait pas comment est-ce qu'on peut faire cette action-là, vous pouvez facturer des heures en plus et des journées en plus. Ça fait partie quand même du modèle intrinsèque de l'agency, c'est que vous devez être capable de facturer des heures que vous n'allez pas réaliser parce que vous avez des compétences en interne tellement fortes que leur expertise, il faut en une demi-journée ce que n'importe qui d'autre peut faire en 2 jours. Et c'est là-dessus que vous allez faire beaucoup de marge. Les inconvénients, par contre, c'est que ça demande une très bonne organisation là-dessus et en interne, en termes d'opération pour votre agence, et ça demande aussi des super éléments. Voilà les amis, j'espère que j'ai pas été trop long. C'était tout ce que je voulais vous dire sur les grandes étapes pour gérer une mission à 93 500 €. Si vous avez des questions et si vous voulez rejoindre notre communauté, évidemment, je vous mets le lien en description. Allez, ça part.